Allez, c'est parti. Mais bonjour Richard, je te remercie énormément de nous accorder du temps à notre communauté, les bâtisseurs MLM, pour partager ta grande expérience, si je puis le dire, parce que oui, je pense que tu fais partie, en francophonie en tout cas, de ceux qui ont la plus grande expérience. C'est vraiment le cas de le dire, donc je le souligne. Et est-ce que Richard, tu serais partant pour te présenter et nous raconter un peu ton histoire? Avec grand plaisir. Merci Ronnie pour l'invitation. Écoutez, c'est Richard Marceau. Et c'est vrai que ça fait 16 ans que je suis dans l'industrie. Donc, ça commence à faire un bail, comme tu dis. C'est pas si courant que ça, hein, de trouver des gens qui ont 16 ans d'expérience. Exactement. Donc, qui je suis, je suis français. Je ne vis pas en France, mais je suis français. Je suis né en France. J'ai 53 ans. Donc, quand j'ai fait connaissance avec l'industrie, j'avais à l'époque 37 ans. Donc, voilà, hein, ça fait quand même un morceau de vie, hein. Donc, je suis papa de 3 enfants qui sont assez grands maintenant. Bravo. Et en fait, j'ai fait une formation. Moi, je suis ingénieur à la base, hein. Donc, D'accord. j'ai fait des études en France, hein, d'ingénieur. Puis j'ai fait une première partie de carrière, je vais dire, comme la plupart des gens, en tant que salarié, avec mon diplôme d'ingénieur. Et puis après, je suis parti à l'étranger, vivre en Belgique. Je me suis marié en Belgique et divorcé aussi en Belgique. D'accord. Voilà, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine commercial, technico-commercial, sales manager, etc., dans des petites boîtes, des petites structures, ce qui a d'ailleurs compté beaucoup, je pense, dans le fait qu'ensuite j'ai choisi de devenir mon propre patron. Voilà, en gros. D'accord. Ok, super. Et comment s'est fait cette rencontre avec le MLM? Alors en fait, oui, effectivement, c'est le MLM, la première rencontre, la première révélation. À l'époque, c'était marketing de réseau, marketing relationnel. Le terme MLM, je ne connaissais pas. D'ailleurs, je ne connaissais pas non plus le marketing relationnel, mais enfin, en terminologie, c'était le marketing relationnel. Et en fait, il y a eu une présentation qui a été faite à l'époque chez moi, à la maison. La personne qui est venue faire la présentation, c'était un modèle à l'époque. Elle avait été formée par des Australiens. Et en fait, c'est un modèle dont j'avais jamais entendu parler. Et comme c'était beaucoup en anglais, enfin tout était en anglais en fait, il n'y avait rien, hein. À l'époque, j'habitais en Belgique et que moi, j'ai toujours adoré l'anglais, donc j'étais déjà bilingue à l'époque. Moi, je me suis intéressé sur le plan commercial parce que je voyais qu'ils avaient une toute petite équipe là, locale. Vraiment, c'était le tout début et je me suis dit, peut-être que je me voyais plus haut qu'eux, moi, à l'époque, hein. Donc, je me disais, tiens, je vais peut-être leur donner quelques tuyaux parce qu'eux, ils n'étaient pas du tout commerciaux, hein. Et l'idée, c'était de vendre des produits. Et puis, j'ai regardé le plan marketing. C'était une petite brochure, mais tout était en anglais. Et comme je suis ingénieur, c'était bourré de tableaux, de chiffres et tout. Ils m'avaient demandé de regarder. Et en fait, quand j'ai regardé, moi, c'est vraiment ce document-là qui m'a interpellé. Parce que forcément, j'ai essayé de comprendre et j'avais jamais vu un truc comme ça. Et tout de suite, ça m'a frappé, mais évidemment, comme toujours, il faut avoir la porte ouverte dans son esprit. Et moi, c'était le bon moment, en fait, parce que j'étais dans une période de remise en question très forte, justement par rapport à mon futur, à ma carrière, à tout ça. Et là, je Mhm. suis en train de lire un document qui, en gros, me démontre ou m'explique qu'il n'y a pas de limite à ce que je peux gagner. Voilà. Or, je vivais des grandes frustrations depuis déjà pas mal de temps par rapport à l'énergie que je mettais, mais en tant qu'employé, salarié, bras droit du patron de la petite boîte dans laquelle j'étais, une boîte de 30 personnes. J'ai toujours travaillé directement avec le patron pratiquement. Et je voyais qu'on me demandait de plus en plus depuis déjà pas mal de temps, des années même, mais qu'en gros, je ne gagnerais jamais plus, quoi. Ouais. Donc voilà, ça, je pense que ça a été l'élément déclencheur de mon D'accord. analyse, parce que je n'ai pas dit oui direct, j'ai analysé longtemps. Ouais. En tant que bon ingénieur, de toute façon. Voilà, il a fallu que, très cartésien, machin, il a fallu que je surmonte beaucoup de choses pour me dire, allez, vas-y, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu as passé le pas, du coup? C'est un laps de temps, un événement ou une Un nouvelle événement. rencontre? C'est un événement. C'est souvent un événement,
dans l'industrie. Après, évidemment, avec l'expérience, j'ai eu ça, la puissance des événements, c'est phénoménal. Et il se trouve que j'ai été invité, parce qu'en fait, c'est mon ex-épouse de l'époque qui avait eu la présentation. Elle avait démarré direct. Et moi, donc, j'étais plus en observateur. Et en fait, elle a démarré très, très bien. Et tellement bien qu'elle a été invitée à une convention. Et je suis allé avec. À ce moment-là, j'ai commencé à voir, j'ai vu quand même ce qui se passait, hein, parce que je les aidais, mais je les aidais de loin à ce moment-là. Et puis, les produits aussi qui touchaient le bien-être et tout. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport. À l'époque, je faisais toujours de la compétition d'ailleurs. Et donc, j'utilisais les produits. Et j'ai vu que tout commençait à prendre une cohérence, quoi, hein, un côté cartésien, machin. Donc, j'ai lu aussi des livres sur la nutrition, etc. Et le côté j'ai trouvé ça compétition aussi. fascinant, quoi. Ouais, la nutrition, mais en anglais, hein, tout ça en anglais, hein, parce qu'il n'y avait rien en français. Donc, sur des médecins, enfin, pas des médecins, mais des livres de personnes, des chercheurs, etc. Enfin, j'ai voulu comprendre, en fait. Voilà, moi, mon truc, c'est si je ne comprends pas, tu n'as aucune chance, hein. Donc, il faut que je comprenne. Et quand j'ai commencé à comprendre et qu'en plus j'ai expérimenté, et puis j'ai vu quand même que c'est amusant, quoi. Les gens étaient sympas dans ce petit noyau. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Mais je suis allé à ce fameux événement et c'était au Japon. Au Japon, d'accord. C'était au Japon et c'était dans un stade de baseball et il y avait 50 000 personnes. Le stade était rempli, ça durait 3 jours, la convention. C'était un truc de fou. Et moi, en fait, il me fallait un truc comme ça pour me faire changer de trajectoire. Si je n'avais pas eu un choc émotionnel, j'aurais probablement jamais décidé de ce que j'ai décidé après. Mais cette convention a été un bouleversement total parce que je n'ai pas arrêté de voir défiler sur scène des personnes qui ont raconté leur parcours, mais des gens qui avaient changé leur vie avec cette activité. Et il y en a certaines à qui je me suis identifié parce qu'elles avaient une position sociale, on va dire, qu'elles avaient lâchée au profit de cette carrière, de cette vision. Or, moi, j'avais quand même un bagage à lâcher parce que j'ai fait 5 ans d'études, tout ça. Enfin, quand j'étais pas non plus, je veux dire, je me voyais pas plus haut que. Oui, diplôme Hein, d'ingénieur, mais quand même. bon début de carrière. Oui, voilà, moi j'avais un bon revenu, hein, je gagnais bien ma vie. Donc, pour te faire lâcher ça, faut que tu aies un choc émotionnel, quoi, une révélation. Et en fait, il n'y a rien de plus puissant qu'un événement pour faire ça. Donc moi, pendant cet événement-là, déjà, ça travaillait en moi, hein. Et là, ça m'a achevé, quoi. Excellent. Ben, ça prouve je n'ai même pas besoin de te donner, de demander est-ce qu'il y a un intérêt aux événements, à promouvoir les événements auprès des équipes. Je pense que ton histoire est juste une évidence, quoi. Oui, et puis par la suite, quand j'ai vraiment commencé à super bien réussir, là, moi, quand j'ai vu des personnes sur scène, etc., déjà tout de suite, je me suis dit, waouh, ça, j'en crève d'envie, quoi. Alors, ça a pris du temps, mais après, je me suis retrouvé effectivement à même participer à l'organisation des événements et à être sur scène avec mes équipes, mais 2000 personnes, tu vois, dans des palais des congrès, que ce soit Lyon, Strasbourg, enfin bref. Et donc, les événements, oui, évidemment, c'est incontournable. Aujourd'hui, c'est difficile parce qu'on ne peut plus. Donc, il faut faire des événements virtuels, etc. Ce n'est pas pareil. Non, ça ne remplacera puissant. jamais. On est d'accord. Ça ne remplacera jamais. Génial. Du coup, je passe à ma question suivante. C'est quelle est ta vision maintenant du marketing relationnel? Toi qui as aujourd'hui, je pense, plus de recul que la plupart des gens qui sont dans le domaine. Vers quoi on s'oriente? Vers quoi il faut aller? Quelle est cette vision? Qu'est-ce qu'on doit partager aujourd'hui à nos équipes, à nos prospects? Enfin, voilà, comment tu vois les choses? Bon, alors moi, j'ai une vision assez particulière du fait que quand j'ai commencé, le marketing relationnel était un modèle de distribution de produits totalement en vase clos. Il n'y avait pas de client. Il y avait, à la limite, le mot client, c'était Vade Retro Satanas. Moi, je me souviens, je reprenais au vol les distributeurs quand je les entendais citer le mot client. Parce qu'on n'avait pas de clients, il ne fallait même pas faire des clients. Le but,
c'était faire des présentations pour recruter et parler des produits, etc. Donc, on avait une accroche philosophiquement parlant au niveau produit très forte. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une accroche produit. Et donc, très souvent, on faisait des présentations, on organisait beaucoup de présentations en salle. L'accroche produit était forte. Et en fait, la plupart des gens, ils voulaient les produits. Donc, en gros, ils se comportaient comme des clients. Mais nous, on ne voyait pas des clients. En face de nous, on voyait des distributeurs. Et donc, alors qu'on pouvait très bien les inscrire comme des clients qu'on appelait privilégiés à l'époque, ce qui n'était pas le cas, puisqu'en fait, ils payaient plus cher que les distributeurs. Donc, nous, on disait, non, vous ne mettez pas comme client, on va vous mettre directement comme distributeur, comme ça, vous aurez les produits moins chers. Donc, on ne faisait pas de clients, on faisait que des distributeurs. D'accord ? Parce que le plan il payait pour créer un réseau de distributeurs. Hein. Le reste, c'était anecdotique. Hein. Ce n'est pas avec ça que tu allais réussir. Le revenu passif sur le volume de clientèle, client privilégié, était moindre. Ce n'est pas un revenu passif. C'est tout simple. Ça n'existe pas, le revenu résiduel client. À cette époque-là, ça n'existe pas. Oui, tu avais un pourcentage de commission plus élevé, mais c'était du one-shot. Ça, c'est vraiment… le futur, tout le monde a la vision, c'était si je veux un revenu résiduel à long terme, il me faut une grande équipe et je dois recruter. Et c'est eux qui consomment les produits. Les consommateurs, c'est le réseau de distributeurs. Donc, c'est venu de là. Et il faut être conscient aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et c'était même les débuts d'Internet, quelque part. Enfin, Internet n'était pas tellement aussi présent qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, j'ai traversé cette phase-là, nourri à la sauce Jim Rohn, etc., parce que c'est vraiment lui qui m'a impacté le plus. Encore aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur. J'écoutais ses CD dans la voiture, je n'arrêtais pas de faire… voilà, certaines graines seront mangées par les oiseaux, et alors? Oui, voilà. Pour moi, c'est le meilleur, de loin, de très très loin. Les autres n'ont fait que essayer. Voilà, enfin bref. C'est un des mentors en MLM et en développement personnel. Hein. C'est lui qui est le mentor d'Anthony Robbins, par exemple. Oui, tout à fait. Et puis, on l'appelait le philosophe des affaires. Et moi, sa sagesse, sa manière de s'exprimer, sa simplicité, mais aussi sa clairvoyance, je pense que il a eu un énorme rôle à jouer dans le fait que je me suis investi parce que je me suis totalement identifié à lui, quoi. Ouais. Je sais pas, et encore aujourd'hui, pour moi, j'entends Jim Rohn, il est loin devant tous les autres. Ouais. Il n'y a pas d'équivalent pour moi. Et dans le monde francophone, il n'y a personne. Donc, votre job paye votre vie et le MLM construit votre fortune, vos profits. Voilà. Ouais. Oui, j'ai même un livre de ses citations, un petit livre qui est dédicacé de sa main. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai trouvé ça en Angleterre lors d'un événement. Je l'ai pris. Enfin, oui, non, c'est phénoménal. Donc, tout ça pour dire que moi, j'ai traversé cette première phase dans ma vie. Ça a vraiment été un monde à part. Et c'est intéressant de partager cette histoire parce que nous, les jeunes networkers qui démarrons dans cette décennie, on n'a pas entendu parler de cette façon de faire de l'époque où c'était vraiment, il n'y avait pas de clients, alors qu'aujourd'hui, c'est le mot roi, c'est client, quoi. Oui, je vais y revenir. Il y a une évolution, évidemment. Hein. Moi, j'ai eu cette chance de traverser différentes périodes comme ça de l'industrie. Donc, dans cette période-là, on était tous conscients qu'on était des extraterrestres. Dans le sens où, quand on parlait aux gens, on était conscient qu'on allait leur parler d'un truc dont ils n'avaient jamais entendu parler. Je parle dans le monde francophone, c'était encore plus flagrant. Ouais. C'était Belgique. Il y avait très, très peu d'entreprises en francophonie à l'époque, j'imagine. Oui, oui. Et puis, on savait qu'on était dans une toute petite niche. On savait qu'on n'allait jamais toucher le grand public. Ça allait commencer par, voilà, on crée des noyaux, des trucs, et on allait se retrouver entre gens qui pensent autrement. Ouais. Et on n'est pas comme les autres. Ils vont nous traiter de fous. Enfin, c'était ça, c'était la période. Mais en même temps, ça créait un truc excitant, hein, parce qu'on se disait, voilà, on fait ce qu'on fait, c'est un peu spécial. Donc, et j'ai adoré, hein, franchement, c'était incroyable. Je n'oublierai jamais cette période, c'était fantastique. Et donc, moi, j'ai eu toute cette première partie-là, donc en 2 ans et demi, et c'était que des présentations à domicile. Mes enfants étaient petits.
je veux dire, les babysitters, c'était à gogo. Hein, Ah oui. donc moi, j'ai investi tout ce qu'on gagnait, c'était réinvesti dans les babysitters, hein, pratiquement. Mais au bout de 2 ans et demi, j'ai remplacé mon salaire. Et je travaillais toujours à côté. Et je voyageais beaucoup. Hein, c'était pas, j'allais loin en plus, à l'étranger. Donc, comme dit Jim Rohn, hein, la magie du temps partiel, quoi. Oui. Ça, c'est le truc incroyable. Donc, puis après, j'ai lâché mon boulot. Donc, ça, c'était mon but absolu, de devenir mon propre patron. Et j'ai viré mon patron au bout de 2 ans et demi. Donc, ça, c'était le grand moment. Il n'en revenait pas, mais bien qu'il savait ce que je faisais, mais il n'y a jamais cru, parce que je travaillais avec lui depuis 10 ans, main dans la main. Et il était abasourdi quand je lui ai dit bah non, voilà, je vais faire que ça. Et puis voilà, donc ça c'était c'était quand fin 1997. Non, qu'est-ce que je dis non, fin 2007. Fin 2007. Je mélange, ça fait longtemps maintenant. Fin 2007. Voilà. Donc après, c'est resté le marketing de réseau, je veux dire, pur comme ça, pendant quand même quelques années. Et je vais dire, c'est aux alentours de 2014, 2015, par là. On commençait à avoir le 512K ou la DSL, là. Non, mais en fait, ce qu'on a senti, oui, bien sûr, les réseaux sociaux ont commencé à monter en puissance. Et nous, on ne s'en servait pas. Ouais. Moi, je n'avais pas de profil Facebook, je ne savais rien. On ne se servait pas des réseaux sociaux. Et on a commencé à se heurter à ça, mais sans le savoir. Avec le recul, maintenant, je vois ça comme ça. C'est-à-dire que les gens se déplaçaient moins. On arrivait à avoir moins de monde aux événements. Ce qu'on organisait, les réunions de présentation, même à domicile, ou bien on louait des salles, il y avait de moins en moins de monde. Et on avait du mal à comprendre, mais on était en train de vivre un basculement. Ça commençait à devenir un peu plus digital. Ouais. Tu vois, et donc, moi, la compagnie dans laquelle j'étais à l'époque, et mon réseau aussi, ça faisait déjà plusieurs années qu'on s'essoufflait. Mais on s'essoufflait grave. Ah ouais, ok. Et qu'on commençait vraiment à... je vais être honnête, on commençait à galérer sérieusement. Et on voyait que la compagnie, il n'y avait plus trop de solutions, quoi. Et heureusement, il y a des visionnaires, notamment un visionnaire, qu'ils ont engagé comme CEO, et lui, il a tout changé. Et c'est pour ça qu'il est venu, il a dit, si vous me faites venir, je change tout. Mais c'est ce qu'il voulait tout changer. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont pris aussi. Et là, ils ont fait un noyau à 5-6 personnes, et ils ont créé un modèle client. C'est de là que c'est parti. Donc 2014-2015. Comment ? Donc c'est 2014-2015. En fait, aux États-Unis, c'est même 2013, parce que ça a commencé aux États-Unis, vu que la maison mère était aux États-Unis. Et ils ont voulu tester, et aux États-Unis, ils étaient nulle part. Cette compagnie-là était presque même pas connue aux États-Unis, à la limite. Par contre, très, très implantée ailleurs. Europe, en Asie, etc. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que eux, ils ont vu, ces visionnaires-là, ils ont compris que le marketing relationnel centré sur le distributeur, c'était la fin. Et se dit, si on continue à faire ça, à cause de tout ce qui se passe, la digitalisation, les réseaux sociaux et les législations dans les différents pays, les grandes compagnies de marketing de réseau étaient relativement sûres depuis des années, jusque dans les années 2014-2015. Et on a commencé à voir, notamment aux États-Unis, la FDA, non, pas la FDA, la FTC, je crois. C'est Direct Selling Authority. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, je sais pas quoi, le gouvernement a commencé à attaquer les plus, mais pas les grosses compagnies, les plus grandes compagnies. Sur base de quoi ? Vous n'avez pas de clients. Et ils ont passé des accords pour pas qu'il y ait que ça aille en procès vraiment avec condamnation derrière. Ils ont négocié et ils ont imposé que 50% du chiffre d'affaires
mais démontré Mm. par la société, ça doit être 50% avec des vrais clients, pas des distributeurs, Ouais. au niveau de la consommation. Et ils ont dit oui. Et ils ont en plus dû cracher des milliards de dollars d'amende. Donc, eux, ils ont vu tout ça. Et comme ça leur trottait déjà dans la tête, ils se sont dit, il faut qu'on fasse un modèle e-commerce avec la possibilité de développer un réseau. Bon, moi, j'appelle plus ça du marketing de réseau aujourd'hui. J'appelle ça du e-commerce de réseau. Pour moi, Excellent. le marketing de réseau, j'en viens, mais pour moi, c'est le passé. C'est un beau passé. Et aujourd'hui, c'est quand tu me posais la question, c'est quoi l'évolution? Aujourd'hui, les compagnies qui n'ont pas compris ça, je le vois, parce que voilà, c'est une grande famille. Je vois bien les compagnies, les gens, j'ai des équipes qui sont parties dans d'autres compagnies, etc., qui reviennent, etc. Donc, j'ai plein d'infos. Il y en a énormément, ils n'ont toujours pas compris. Qu'ils font semblant de faire un modèle client, mais il ne faut pas faire semblant, il faut le faire. Ouais. Et ça prend des années. Moi, nous, la compagnie, ils ont mis 4-5 ans à tout changer, tout transformer. Le plan de REM, ils l'ont pris, c'était un plan de REM centré distributeur, ils l'ont mis à la poubelle. Les revenus, ils ont baissé. Parce qu'il faut comprendre après, derrière, quand tu dis aux gens, non, tu ne dis pas le mot client, chez nous, il n'y a pas de client. Et après, tu dis, oui, en fait, le client, c'est lui, le client est roi et on va parler que de client. Waouh, c'est un sacré changement. Donc, moi, j'ai vécu ce mur du son, là. Je m'y suis heurté. Ça a été dur au début, mais je n'ai jamais eu autant de réussite que depuis que maintenant, on a embrassé totalement ce modèle, qui est un modèle vraiment client. Les gens, ils créent un compte client, c'est des vrais clients. Ils n'entendent pas parler de business, ils ne sont pas sur un site où leur ordi qui peuvent être distributeurs ou quoi. C'est une vraie boutique en ligne avec des prix abordables, pas des prix surfaits. Excellent. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Richard, moi je peux le dire, son organisation a généré des millions et des millions de chiffres d'affaires, même peut-être plusieurs dizaines maintenant. Donc c'est vraiment une sacrée organisation et Richard sait de quoi il parle. Donc écoutez-le attentivement, tous les conseils qu'il partage, c'est vraiment en or. Déjà l'histoire est géniale parce que ça nous montre que notre industrie évolue, qu'elle est à l'écoute aussi quand même, et qu'elle sait s'orienter vers quelque chose qui correspond à l'ère du temps. Donc, et ça, c'est une belle histoire, une belle preuve de notre évolution. Et je te remercie, Richard, parce qu'il y a très peu de gens qui auraient pu partager ce que tu as partagé. Donc, rien que ça, c'est juste une incroyable interview. Je suis vraiment content. Et on va continuer ça, si tu veux, d'accord? Avec plaisir, merci. Donc, on arrive à quelle année, là? Écoute, moi, je vais dire 2015, le modèle, même le nom, ils ont tout changé, le nom de la compagnie, etc. Donc, moi, j'ai dû me mettre à ce modèle client et l'apprendre, l'apprivoiser. Et au début, j'ai résisté. Je vais même te dire, au début, je disais, mais le plan, je comparais le plan qu'on avait avant, le plan qu'ils nous mettaient là. Je disais, mais ça ne paye pas. Enfin, moi, je comprenais. J'ai eu du mal à comprendre au début. Voilà. Donc, j'ai résisté. C'est comme, tu sais, on dit souvent, une nouvelle idée, quand elle arrive, tu as la phase du ridicule. Tu sais, Oui. qu'est-ce que c'est? Attends, c'est n'importe quoi. Ouais. Puis après, tu commences à quand Dangereux, même te évident. dire, mais attends, ils sont sérieux, ils vont vraiment le faire, quoi. Ouais. Et puis après, tu résistes, quoi, parce que tu n'as pas envie de changer, tu vois. Ouais. Puis après, tu te dis, c'est une évidence. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est une évidence. Mais 2016, j'ai ramé très fort. J'ai perdu beaucoup de monde au niveau de mes équipes. Il y a énormément de leaders dans la compagnie qui ont arrêté ou qui sont partis. J'étais un des derniers, pas un des derniers, mais j'étais un de ceux qui restaient. Parce que moi, ma grande force de caractère, c'est la résilience. Moi, quand j'ai une vision, voilà, c'est pour ça que ça fait 16 ans que je suis là, quoi. J'ai traversé, c'est la loi du truc, tu traverses des hauts et des bas. Les montagnes russes. Mais donc 2016, ça a été dur. Et puis, c'est marrant, c'est souvent comme ça. Mais je pense que c'était quand j'étais au plus bas que la lumière est apparue, quoi. C'est souvent comme ça. Donc fin 2016, je m'étais quand même beaucoup investi à faire des présentations du nouveau modèle. Donc sur YouTube aussi, j'avais pas mal de choses qui circulaient. J'avais beaucoup de vues d'ailleurs.
Et puis, c'est comme ça en fait, que j'ai attiré le regard de personnes qui voulaient absolument apporter un souffle nouveau aussi et qui sont rentrées en masse. Donc, on a beaucoup discuté. Voilà. C'est des gens qui n'avaient pas forcément de grosse expérience d'ailleurs, mais ils en voulaient. C'était un noyau de personnes jeunes, mais avec eux, ils avaient quoi? Ils sont nés dans les réseaux sociaux, quoi. Ouais. Donc, ils ont apporté ça. Et moi, j'avais l'expérience et la sagesse de quand même déjà à l'époque 10 ans, plus de 10 ans. Et donc, le mariage s'est fait de là. Eux, ils ont vu qu'ils auraient besoin de moi, parce qu'en plus, j'étais très proche de la compagnie. Je travaillais avec la direction. Enfin, je veux dire, pour tout ce qui était localement décidé de certaines choses, on le faisait ensemble. Et ils ont vu que... Donc, c'est un partenariat qui a très bien fonctionné. Et de là, ça a totalement explosé. Mais c'était invraisemblable. Même aux États-Unis, ils n'avaient jamais vu ça, quoi. C'est-à-dire qu'on doublait presque tous les mois. C'était un truc de fou, vraiment. Ouais. Donc, ça a duré pendant 2 ans. C'était record sur record. Donc, c'était magnifique. Mais en même temps, on était encore en train d'apprendre ce que c'est que ce modèle client. Il y avait plein de choses qu'on n'avait pas captées. Mais vous étiez en train de faire beaucoup d'argent. Voilà, ça a permis à la compagnie aussi de grandir très fort en Europe et même mondialement. Et puis, après, c'est comme toujours, tu sais, tu as toujours des phases de stabilisation, des plateaux, et puis des challenges, quoi. Donc, on a eu après d'autres défis. 2019, ça a été plus difficile, mais bon, tout en étant quand même très haut. Et voilà, quoi. Donc, en gros, aujourd'hui, je pense que, voilà, en toute transparence, je pense que quand même, j'ai relativement bien compris ce que c'est que le modèle client. Et c'est pour ça que les terminologies MLM et marketing de réseau, pour moi, c'est un défi 2021 dans mes équipes, dans le vocabulaire et dans la terminologie. C'est pas que je me bats contre le marketing de réseau ou le MLM. C'est pas ça. C'est juste que je veux que les gens vivent avec leur époque, avec leur temps, et que cette industrie est passée. Pour moi c'est comme ça que je le vois. Elle est passée par cette période-là, mais aujourd'hui, un modèle client, pour moi, MLM, c'est pas un modèle client. Je suis désolé. C'est un modèle centré sur le distributeur. Alors, oui, il y a une partie client dans ces plans-là, mais je veux dire, si tu me le donnes, enfin, je connais quand même des plans, pas en détail, mais grossièrement, je dis c'est des plans centrés sur le distributeur qui sont déguisés en plans clients. Donc, mais des vrais plans clients où c'est le modèle rémunérateur, enfin le modèle qui crée vraiment le moteur, si tu veux, c'est le client. Que des personnes puissent vivre vraiment de la vente uniquement, sans devoir recruter, par exemple. Alors déjà, que tu puisses le faire. Mais quand je dis vivre, c'est sans limite. Oui, bien sûr. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui sont millionnaires dans la compagnie uniquement via les ventes. C'est excellent. Mais ils ont mis en avant leur site e-commerce. Ils ont un réseau aussi. Mais sans leur réseau, ils ont un revenu qui permet de toucher plus d'1 million de dollars par an. Ouais, c'est excellent. Avec le moteur de la boutique en ligne. Ils font du client. Ils utilisent les réseaux sociaux et c'est de la vente en ligne. Donc, ces modèles-là sont rares aujourd'hui. Mais ça va devenir la norme. Moi, je me projette devant. C'est pour ça que, voilà, moi, c'est pour aider les équipes. Parce que quand on pense MLM, si tu tapes MLM sur Internet, tu vas tomber sur des modèles MLM purs. Bien sûr. Qui vont te parler un peu de clients, etc. Mais aujourd'hui, contrairement, et c'est là que je boucle la boucle avec ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé, on était conscient qu'on touchait une niche infime de la population. Et c'était normal, on trouvait ça normal. Aujourd'hui, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, notre industrie doit toucher monsieur et madame, tout le monde, partout, avec les produits. Il n'y a aucune raison qu'on ne touche qu'une toute petite partie. Si tu dis le mot MLM, directement, tu fermes 95 portes sur 100 et les 5 qui restent ouvertes, c'est des gens qui connaissent.
ou bien ils vont découvrir ce truc, soit ils vont dire ah non, attends, quoi, mais si je ne suis pas une star du recrutement, un crack en recrutement, ben, je ne gagnerai jamais rien. Et c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est ça en fait. Pour moi, aujourd'hui, on est là-dedans. Donc, on va appeler ça le e-commerce de réseau. Ouais, moi, j'ai réfléchi aux terminologies parce qu'en anglais, ce n'était pas évident. Le terme qui a été utilisé, je trouve qu'il n'est pas traduisible. Mais pour moi, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Parce que les gens qui sont intéressés par les ventes en ligne, qui veulent faire des boutiques en ligne, il y en a plein. Ouais. Combien de personnes font leur boutique en ligne aujourd'hui, surtout spécialement aujourd'hui, hein. C'est la transition digitale accélérée avec la crise du corona, etc. Mais c'était déjà en route, parce que ça va plus vite simplement. Donc, ça coûte cher de faire une boutique en ligne, quand même. Il faut investir quelques milliers d'euros si tu veux une belle boutique en ligne. Il faut trouver un partenaire Qui produit des bons produits. avec des bons produits. Ouais. Tu vois, il faut gérer la logistique. Gérer la communication, le service après-vente. La maintenance du site et tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, faire du e-commerce, le mot e-commerce, si tu cites le mot e-commerce à n'importe qui, aujourd'hui, tout le monde voit ce que c'est. Ouais, c'est vrai. Si tu mets le mot MLM devant une population, tu vas avoir très peu de gens qui vont savoir ce que c'est. Ouais. Alors que la finalité, c'est de faire du chiffre d'affaires. Dans les deux cas, tu veux des ventes. C'est clair. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Aujourd'hui, je le dis cash à mes équipes. Je dis quel est l'intérêt d'utiliser un mot, une terminologie qui va vous fermer des portes directes. Vous voulez faire des ventes. Parlez le vocabulaire que les gens comprennent. E-commerce, tout le monde comprend. Après, si tu fais des ventes avec ta boutique en ligne et que tu as envie de faire une équipe et que la compagnie te permet d'avoir un revenu résiduel parce qu'il te paye des commissions multiniveaux, si tu bâtis une équipe de gens qui peuvent faire du e-commerce, ben voilà, pour moi, c'est du e-commerce de réseau. Excellent. C'est QFD. Génial. Bon, ben, j'adore. Maintenant, en fait, Richard, si tu le veux bien, on a envie de savoir avec notre communauté comment toi tu fais pour faire réussir les autres. Donc déjà, ma première question, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à un débutant, quelqu'un qui démarre en e-commerce de réseau, comment tu l'aiderais à faire ses premiers compléments de revenus? Enfin, déjà, lui, qu'est-ce qu'il devrait faire en tant qu'individu? Qu'est-ce que tu lui conseilles, les 3 premières choses à faire, ou voilà, ou est-ce que tu as une idée, une liste, un process que tu fais suivre au nouveau? Bon, déjà, bien sûr, ça commence toujours par le pourquoi de la personne. Hein. Qu'est-ce qu'elle vise, qu'est-ce qu'elle a envie de faire. Moi, par expérience, j'ai constaté une chose, c'est qu'il y a très peu de gens qui voient grand. D'ailleurs, tu parlais de livres, pour moi, La magie de voir grand, c'est un des premiers livres, si ce n'est pas le premier livre à lire de David Schwartz. Voilà. Ouais. Donc, beaucoup de personnes, tu l'attrapes, voilà. Super. Je me fais un séminaire dessus une fois. Il y a beaucoup de personnes, la plupart, l'écrasante majorité, démarrent, de mon expérience, elles ne savent pas si elles ont envie de faire quelque chose de fantastique avec une activité. Qu'est-ce qu'elles visent? Elles visent un complément de revenu. Et elles visent quoi? De voir si ça va marcher. C'est vrai. D'accord. Et souvent, l'appétit vient en mangeant. Ouais. Si ça marche au début, tu vois les premiers revenus tomber, tu te dis, on s'en fout du revenu qui tombe. Ça peut être 10 €. Ouais. Mais la signification qu'il y a derrière, elle est gigantesque. C'est vrai. Hein. Et donc, je ne sais pas si tu connais Fraser Brooks. Oui, bien sûr. Voilà, donc moi j'utilise beaucoup, j'ai son livre ici par exemple. Ouais, j'ai 2 livres, mais celui-là, est-ce que tu l'as aussi? Ouais, voilà, les deux. Voilà. J'ai le deuxième, j'ai le 3. Bien, tu as une bonne bibliothèque. Oui, j'ai pas de télé. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec lui. D'ailleurs, j'ai eu des échanges aussi avec lui sur le fait que le démarrage d'un distributeur, le démarrage de quelqu'un dans l'industrie, c'est la responsabilité de son sponsor. Après, quand il a bien démarré… Je traduis pour ceux qui ne connaissent pas le mot sponsor. Ouais, voilà, donc le parrain ou la marraine est responsable du démarrage du filleul, donc de la personne qui démarre. Donc, c'est fort comme message, parce que ça veut dire que la personne qui démarre,
quelque part, ses premiers pas, ce n'est pas elle qui va être responsable si ça ne marche pas, quelque part. Oui, bien sûr, je vais loin exprès, je caricature un petit peu exprès. Non, c'est très bien, c'est très bien. Mais après, une fois qu'elle a vu que voilà, elle a touché une première commission, elle a essayé les produits, c'est sa responsabilité de réussir. Démarrer, c'est la responsabilité du parrain. Réussir, c'est la responsabilité de la personne qui a démarré. Tu vois ? Et pour moi, c'est très juste. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des choses que le parrain doit faire, sachant ça, qui vont être de rester, mais d'une simplicité incroyable. Parce que le gros piège dans l'aide au démarrage d'un nouveau, c'est de lui donner trop de choses à regarder, trop de choses à voir. Et on a tous beaucoup de choses à montrer et à voir. Et ça met de la complexité, ça met du flou sur une personne qui ne sait pas nécessairement encore très clairement ce qu'elle va faire avec. Alors là, ça explique pour moi beaucoup pourquoi il y a tellement de gens qui ne démarrent pas ou qui ratent le démarrage. Au lieu de leur dire, ça joue sur la confiance. Évidemment, ça passe par le parrain. S'il n'est pas expérimenté, il doit mettre en relation le plus tôt possible son nouveau avec un leader, avec un upline. Parce qu'il n'y voit pas clair, il a besoin de voir clair et d'avoir très peu de choses à faire. Donc, dans un modèle client, ça va être quoi ? Qu'est-ce que tu aimes au niveau de la gamme ? Avec quoi tu as envie ? Qu'est-ce qui te correspond ? Tu mets ton focus dessus. Tu essayes ces produits-là. Ça va être ta première histoire, parce que c'est partager son histoire. Tu dois construire ton histoire avec les produits. C'est de ça que tu vas parler, mais subtilement, piquer la curiosité, etc. Machin. Pas citer de nom de marque et tout. Donc, c'est vraiment susciter la curiosité avec les réseaux sociaux. Sinon, tu passes tout de suite pour un vendeur. Oui. Donc, c'est vraiment piquer la curiosité, mais basé sur sa première expérience produit. Et le but, c'est d'aller chercher ses premiers clients. Donc, de démontrer à soi-même qu'on est capable de générer des ventes, quelques ventes, avec la boutique. Mais pour ça, il faut avoir un modèle client. Oui. Je reste dans ma logique. Mais c'est génial, on t'écoute attentivement. Une fois que ça s'est fait, mais ça peut être fait très vite, parce que l'idée, c'est tu as un profil Facebook, tout le monde a un profil Facebook, tu vas devoir le mettre en forme, regarder, voilà, ça doit être toi, voilà, c'est ton identité, ton authenticité, c'est toi, quoi. Tu vas attirer les personnes qui te ressemblent. Donc, dis ce que tu aimes, montre ce que tu aimes, va dans des groupes où tu vas échanger par rapport à ce que tu aimes et tu vas te faire plus d'amis, c'est tout. Voilà, c'est ça, Fraser Brooks, sa méthode aussi, et c'est la même que nous. On a marié les deux. Et ça marche. Donc, juste en se concentrant là-dessus et en piquant la curiosité sur ce qu'on est en train de faire avec les produits, on a ses premiers clients. Une fois que ça s'est fait, on est capable d'expliquer à d'autres personnes qui cherchent un complément de revenu à faire ça. Et là, c'est pareil, basé sur les réseaux sociaux, si c'est utiliser en fait en public le moyen d'évoquer. Moi, je dis toujours évoquer. Évoquer, ça ne veut pas dire on dit ce que c'est, on pique la curiosité. On joue un peu avec le non-dit. Donc, évoquer en public, expliquer en privé. Évoquer en public, expliquer en privé. Tous ceux qui font expliquer en privé, c'est mort. Expliquer en public. En public, pardon. Expliquer en public, c'est mort parce que quand tu donnes toutes les infos, la personne, elle n'a plus besoin de toi. Exactement. Nous, il y a une phrase que j'entends depuis des années, depuis 13 ans maintenant, c'est que ne pas mélanger invitation et présentation. L'invitation, c'est fait pour inviter et la présentation pour présenter. Exactement. Mais présenter en privé. Oui, présenter en privé, exactement. Voilà. Et donc, ça, c'est au niveau du démarrage, c'est vraiment faire comprendre à la personne, écoute, voilà, fais comme ça pour aller chercher tes premiers clients, te casse pas le tronc, tu n'as pas besoin de passer un mois sur de la théorie, lire 36 livres, taper tous les documents, apprendre par cœur. Non, tu oublies ça. Tu vis ton expérience, tu la partages, tu as tes premiers clients. Du coup, tu as ton premier revenu. On s'en fout de ce que c'est.
La première commission de montant, 50 euros, 100 euros, 200 euros, c'est génial. Ça marche. Tu as touché quelque chose sur ton compte en banque. C'est un truc de fou. Là, tu tiens ta deuxième histoire pour aller recruter. Et il y a des personnes, moi je le vois, quand on fait ça, évidemment, la personne doit avoir la motivation quand même minimale pour embrayer. Même si c'est la responsabilité du parrain, il y a quand même une part qui est à celui qui démarre. Mais c'est comme ça que moi, je vois dans mon réseau quand même une bonne proportion de personnes qui arrivent à faire dès leur premier mois quelque chose qui déclenche un revenu. Et c'est dans un second temps, alors tu as ceux qui vont s'en contenter parce qu'en fait, ils ne visent pas plus que ça. Tout à l'heure, tu m'as demandé, enfin, je pense que tu vas me demander comment tu fais pour les développer plus loin après. Ben oui, exactement. La suite logique. C'est la suite logique. Alors déjà, il faut être conscient que la grande majorité, ils ne vont pas aller plus loin. Parce que tout simplement, pour eux, 200 euros, 300 euros de plus par mois, eh ben voilà, c'est génial. Et c'est comme ça. Et je veux dire, on peut essayer de le changer. À mon avis, on n'y arrivera pas. C'est comme les saisons. Si tu veux dire, moi, je préférerais que le printemps soit avant l'hiver, par exemple. Ça ne va pas marcher. Ce n'est pas parce que ça te plairait que ça va le faire. Donc, avec le dérèglement actuel, ce serait. Peut-être que, ouais. Mais ça prendra du temps. Mais, ou comme la loi des 80-20, quoi. Tu peux te dire, ah non, moi, les 80% qui génèrent que 20%, j'en veux pas, je veux que les 20% qui génèrent 80%. Bah, tu peux réduire, tu auras quand même les 80-20, quoi. Enfin, je veux dire, tu n'arriveras pas à t'en débarrasser, tu vois, c'est comme le sparadrap. Donc, l'écrasante majorité va pas vraiment nécessairement avoir envie de plus. D'ailleurs, Jim Rohn, il disait ça aussi. Oui. Il disait, mais laisser les gens faire, il comparait à des sur 10. C'est pas forcément des gens qui échouent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est juste la majorité des gens qui ne sont pas capables. Non, c'est la majorité des gens, et là je te rejoins totalement, c'est qu'ils n'ont pas peut-être envie de plus. Et ça, c'est un facteur. Quelqu'un qui n'a pas envie, tu vas juste le faire arrêter, quoi. Ouais. Donc, si tu as quelqu'un qui produit un revenu complémentaire de 200 euros et qui est heureux comme ça, eh ben, ton boulot, c'est qu'il fasse ça en étant heureux, du mieux qu'il peut. Pas de lui dire, attends, tu dois faire la top position, tu vas le casser, tu vois, ça ne va pas. Donc, le leadership, c'est ça, c'est savoir détecter aussi les différents groupes, là où sont les gens, quoi. Ils en sont où? Ils sont heureux comme ça, ben, c'est génial, c'est bien pour eux. Et puis, tu as ceux qui, tu vois quand même que leur appétit grandit. Tu vois, de toute façon, ça se sent, c'est le feeling, puis ils le disent en général. Oui, Jim Rohn dit certains produiront 20, d'autres 50, d'autres 100, et c'est comme ça. Exactement. Donc là, tu as ce groupe-là à prendre. Mais en fait, il faut leur apprendre, la clé, c'est leur apprendre à dupliquer. C'est là que ça coince souvent dans le métier. C'est que tu as la première partie où la personne, tu lui as montré comment faire des ventes. Elle a vu qu'elle a un revenu. La deuxième étape, c'est de dire, bah, écoute, maintenant, tu peux attirer des personnes et les recruter toi-même et leur montrer ce que tu as fait. Tu vois, genre, l'étape 1, c'est attirer des clients. Étape 2, tu montres comment attirer des clients. Ça va. Souvent, ça va. T'en perds un certain nombre quand même, mais souvent, ça passe. Là où c'est beaucoup plus compliqué, où t'en perds beaucoup plus, c'est l'étape 3, où là, tu vas expliquer à ceux qui ont recruté un premier niveau comment faire en sorte qu'ils disent à leurs recrues de eux aussi faire l'étape 2, tu vois. En fait, j'appelle ça apprendre aux autres à apprendre aux autres. Donc, apprendre à quelqu'un, c'est une chose, mais apprendre à quelqu'un d'apprendre à quelqu'un, c'est autre chose. Et ça, c'est la duplication. C'est enseigner la pédagogie et c'est très dur. C'est-à-dire que pour ça, il faut que… de toute façon, ce n'est pas pour tout le monde.
Mm. Il y a des gens, voilà, c'est comme ça, Ah ben, il y ça a va des pas très le faire. grands mathématiciens, par exemple, qui sont incapables de donner des cours de mathématiques. Oui, bon, il faut avoir un petit côté pédagogue, mais il y a aussi le système à côté qui est là, qui doit être super bien fait pour Mhm. suppléer, Bien sûr. euh, parce que c'est une combinaison de choses que la personne elle a ses propres talents. Et moi, je considère qu'une personne, là où la duplication va le mieux fonctionner, c'est quand elle ne veut pas jouer l'expert. C'est quand elle ne veut pas tout dire, tout expliquer, enfin voilà, tout doit être dit par elle. Si elle veut faire ça, si elle n'est pas justement à un haut niveau, elle va se planter. Mhm. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très important que je fais passer dans les formations, c'est qu'en fait, on passe par plusieurs stades dans la communication pour faire en sorte que les gens traversent le fameux tunnel, le tunnel marketing, quoi, hein, Oui, oui, de l'entonnoir. contact, prospect, voilà. Mhm. Jusqu'au bout, on a des clients ou on a des partenaires. Et en fait, la première phase qui est du relationnel, on fait du relationnel quand même, enfin toujours, c'est d'établir la confiance. Mais qu'une personne ait confiance en toi, ça ne veut pas dire que tu es crédible. Et c'est là que, pour moi, il est là le mur du son, tu vois. Mhm. C'est que la crédibilité, surtout quand tu viens de démarrer et que tu es un nouveau et que tu veux créer des équipes, elle est où ta crédibilité? En fait, il faut être honnête, tu n'en as pas. Donc, tu peux très bien établir la confiance, mais la crédibilité, il ne faut pas chercher à la donner soi-même. Il faut s'appuyer sur le système. Il faut s'appuyer sur ce qu'ont fait les équipes, ce que met à disposition la compagnie. Et idéalement, si c'est en plus structuré sur des réseaux sociaux, des groupes, etc., Facebook, où c'est super bien fait, où il y a la preuve sociale, on appelle ça la preuve sociale, là, tu peux t'appuyer dessus. Tu peux leur dire, voilà, si je te montre tel, etc., est-ce que tu vas le regarder, machin. Et là, ça nous rend crédible parce qu'on n'essaye pas d'être l'expert. Tu vois? Et après, c'est le suivi. La fortune est dans le suivi. Donc, il faut pouvoir être là, toujours présent, prendre le feedback, etc. Mais on s'appuie sur ce qui va donner la crédibilité et on continue cette relation de confiance. Pour moi, le métier qui doit rentrer dans toute cette première phase, c'est créer de la confiance, créer de la confiance, créer de la confiance, montrer où sont les choses, savoir où c'est, montrer ce qu'il faut au bon moment, faire le suivi. Et puis après, quand tu as l'expérience, alors tu es crédible par toi-même. Mhm. Quand tu es crédible par toi-même, bah oui, tu peux le faire. Ou tu peux te dire, bah non, je vais gagner du temps, je vais continuer de me servir du système. Tu vois? Mhm. Mais il y a beaucoup de personnes qui se cassent les dents parce qu'elles veulent donner la confiance, oui, mais en plus, elles veulent avoir la crédibilité. Et tu as même des gens qui se disent, ah non, moi j'arrête parce que je me rends bien compte que je ne serai jamais crédible. Oui, mais sauf que ce n'est pas ce qu'on te demande. On Oui, ne te demande pas à toi d'être crédible. On te demande de crédibiliser, le d'utiliser système. ce qui est crédible. Oui. Tu vois? Mhm. Donc voilà, c'est comme Excellent. ça que moi je donne des formations en tout cas. Et justement, en parlant de système, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu appelles système? Donc, j'imagine qu'il y a les événements de la compagnie, j'imagine qu'il y a aussi tes propres formations que tu dispenses, parce que toi, tu as acquis la crédibilité. Voilà, qu'est-ce que tu mets dans ce système? Dans un bon système, il doit y avoir justement comment tu démarres. Ok. C'est hyper important. Si tu n'as pas un système dans lequel tu fais bien démarrer les gens et que tu ne sais pas exactement, OK, tu veux recruter, première chose que tu fais, ça avec ton nouveau. Mhm. Donc, ça doit faire partie intégrante du système. Et après, un bon système, c'est justement une sorte de bibliothèque, comme derrière toi. Voilà, tu as donné l'exemple. Je te donne un livre, boum, tu sais où il est. Ouais. Et voilà, mais c'est ça en fait. Ce que tu as fait là, c'est exactement ce qu'on demande à un distributeur dans l'industrie. C'est qu'à la limite, le livre, tu le maîtrises peut-être pas, le livre en question dont je t'ai parlé. Tu vois, je fais une analogie. Tu connais le titre, peut-être même que tu ne l'as pas entièrement lu. Tu vois, tu as peut-être commencé à le lire, tout ça, mais tu sais où il est. Mhm. Tu te retournes, boum, tu n'as pas cherché, hein, il est là, clac.
Ouais. Eh ben, c'est ça le boulot d'un distributeur. En fait, tout est là. Donc, le système, c'est ta bibliothèque derrière toi. Il y a les bonnes choses dedans et il y a trop de choses. Il y a trop de choses pour un nouveau distributeur dans ta bibliothèque. Ah oui, clairement. Mais par contre, qu'est-ce que tu fais pour un nouveau? Tu es allé chercher la magie de Warban et tu es allé chercher ces livres-là. Voilà. Pour moi, ça résume. Excellent. Génial. Donc, du coup, le bon système, c'est juste un système qui est complet, mais qui est step by step, étape par étape, et qui est clair et organisé. Comme ça, on peut y revenir de temps en temps quand on en a besoin. Oui, c'est que tout le monde n'a pas besoin de tout en même temps. Mm-hmm. Un nouveau qui démarre a besoin de certaines choses. Je fais souvent, pour faire comprendre ça aux gens aussi, je prends beaucoup d'images, moi, donc, quand j'explique. Quand tu veux, je ne sais pas, devenir kiné, voilà, c'est comme si tu arrives en première année de kiné et on te donne tous les cours. Tu vois, je ne sais pas, ça dure 4 ans, normalement, le cursus, et la première année, boum, on te met tous les cours. Je veux dire, tu vas devenir fou, quoi, tu Bien vois. sûr. Mm-hmm. Donc, quand tu vas à l'université ou que tu fais des études supérieures, enfin tous les cursus d'ailleurs, tu as Oui. une première année, tu apprends certaines choses. Puis tu as une deuxième année, tu apprends d'autres choses, tu vois, avec des rappels sur la. Mais pourquoi ce serait différent je veux dire, pour apprendre ton métier, quoi? C'est pareil. Il y a une autre aussi analogie que je prends, c'est celle de l'apprenti. Mais quand je dis apprenti, je parle de l'apprenti dans les temps anciens. Qu'est-ce que c'était l'apprenti? L'apprenti charpentier, l'apprenti menuisier, il faisait quoi en fait? Eh bien, il avait son baluchon avec juste ce dont il avait besoin et il passait de village en village. Donc le gars, sa mentalité, c'était des compagnons, on appelait ça. Donc ils étaient dans une équipe. Et on leur disait, écoute, tu prends juste ça. Donc quoi? Qu'est-ce qu'ils avaient? Un bagage léger. Parce que si tu as un bagage lourd, tu n'avances pas. Bagage léger. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils allaient simplement apprendre leur métier en le faisant. Donc, et plus ils voyageaient, plus ils passaient de ville en ville, etc., plus ils acquéraient de l'expérience. Et c'était Et une pour tâche à la moi, fois. comment? Quand ils allaient voir un compagnon, c'était une seule tâche qu'ils devaient faire. Oui, et puis ils avaient la sagesse qui leur a été transmise au fur et à mesure, pas tout en même temps. Et en fait, pour moi, la mentalité de l'entrepreneur, n'importe quel entrepreneur, mais spécialement dans notre activité, parce qu'on est notre propre patron, eh ben, c'est celle de l'apprenti. Et donc, le nouveau qui démarre, c'est un apprenti. Il faut lui dire, voilà, aujourd'hui, il y a plein de choses, mais tu n'as pas besoin de tout, tu as besoin de ça. Tu le fais, quand tu l'as fait, on en parle, on revoit dessus, etc. Et puis tu vas avancer step by step. Les gens veulent aller trop vite. Surtout aujourd'hui avec les technologies qu'on a, moi je vois bien, spécialement les jeunes évidemment, ils commencent à faire un bilan au bout d'un mois ou deux, quoi. Enfin, c'est clair. C'est c'est pas honteux. parce qu'on a, c'est ça le grand fossé, le grand paradoxe. Moi j'appelle ça le grand paradoxe par rapport aux technologies, c'est que humainement parlant, les progrès humains, là ça touche le développement personnel, on cherche à se transformer quand même. On cherche à transformer la personne qu'on est pour devenir une meilleure version de soi-même. La vitesse à laquelle ça se produit, ça n'a pas tellement changé. Physiologiquement parlant, humainement, on doit casser notre schéma de croyance, on doit le remplacer par des nouvelles croyances. Ben oui, à côté de ça, tu peux télécharger un film de 1 giga, 3 gigas en 10 secondes ou en 30 secondes si tu as une super connexion. Donc tu dis, waouh, on est dans la culture du tout de suite, quoi. Ouais. Mais non, se transformer, ça prend du temps. Jusqu'au jour où Elon Musk avancera avec Neuralink, avec des puces dans le cerveau.
bon. Non, mais pour l'instant, effectivement, il n'y a rien qui a changé au niveau du cerveau humain et du coup, on a besoin de toujours du même temps pour changer nos paradigmes, pour changer voilà, les process qu'il y a dans notre inconscient, changer notre estime de nous-mêmes, de nos compétences en elles-mêmes. Donc oui, oui, moi je te rejoins totalement, ça prend du temps et je le dis à mes nouveaux même, si on démarre ensemble, c'est pour faire un bilan, pas dans 6 mois, pas dans un an, mais dans 3 à 5 ans. C'est le process, c'est que en fait, nous, c'est une activité qui prend du temps. C'est une activité qui, la première année, il est fort probable que tu ne gagnes pas ou peu d'argent. Par contre, en contrepartie, tu vas engranger beaucoup de connaissances, de compétences, de par l'activité terrain, l'accompagnement que tu vas vivre, etc. Mais surtout, la contrepartie de ce début de carrière où le financier n'est pas tout le temps présent pour la plupart des gens, c'est que au bout de 5 ans à 10 ans, tu auras une liberté financière que tu auras très rarement dans d'autres carrières traditionnelles. Donc, au moins, je pense qu'en disant ce genre de phrase, oui, peut-être qu'on peut faire peur ou dégoûter, entre guillemets, certaines personnes qui veulent tout très rapidement, mais je pense qu'on trie mieux les gens et on ne se retrouve pas avec des boulets, parce qu'il y a des gens qui se plaignent d'avoir des boulets dans leur équipe, entre guillemets. Moi, je pense que c'est aussi leur faute, c'est eux qui ont recruté le boulet, quoi. C'est eux qui leur ont menti, qui leur ont vendu une réussite rapide ou je ne sais quoi d'autre. Moi, je préfère être transparent dès le départ, mais justement tisser ce lien de confiance, être authentique et dire que oui, par contre, si tu me fais confiance, que tu es coachable, que tu es prêt à être un bon binôme de travail avec moi et que tu es sérieux, tu es ambitieux, alors oui, dans 5 à 10 ans, là, on peut construire quelque chose de merveilleux. Ouais. Moi, je pars toujours du principe que tu as 3 grandes phases financièrement parlant au niveau des revenus. Tu as la partie du revenu complémentaire, la phase du revenu complémentaire où tu vas retrouver pratiquement, je sais pas, 95% des gens, en fait. Hein. Ouais. Et là, ça peut être rapide. Donc, 200 €, 300 €, ça, c'est du court terme, on va dire. D'accord ? Et comme on a dit tout à l'heure, ceux qui sont heureux là-dedans, il ne faut pas les forcer à faire plus parce que tu risques de les perdre. Il ne faut pas oublier que c'est 95% de ton volume. Donc ça, il faut y réfléchir aussi. Souvent, les gens ne prennent pas de recul. Ouais, mais non, elle ne veut pas faire plus, il ne veut pas faire plus. Moi, je serais toi, je ferais gaffe parce que c'est quand même 95% de ton réseau qui sera comme ça. Donc, si tu les dégoûtes tous, tu n'as plus de revenus. C'est clair, c'est sûr. Donc, après, notre rôle, c'est d'aider les gens à faire ce qu'ils ont envie de faire. On n'est pas en train de les forcer à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire parce que ça nous ferait plaisir. Ce n'est pas ça l'équation. Comme disait Zig Ziglar, si tu aides suffisamment de personnes à obtenir ce qu'elles veulent, tu obtiendras ce que tu veux. C'est ça notre jeu. Mais encore faut-il savoir ce qu'elles veulent et ne pas leur faire faire ce qu'elles ne veulent pas. Tu vois ? Donc, la première phase, revenu complémentaire. Moi, je suis passé par les 3 phases aussi. Donc, cette phase-là, plutôt court terme. Moyen terme, tu arrives dans ce que j'appelle, si tu as de l'ambition et de l'envie et de la motivation, à l'indépendance financière. Mais qu'est-ce que moi j'appelle ma définition de l'indépendance financière ? C'est que tu peux vivre de ce revenu. C'est au sens littéral, tu es indépendant financièrement de toute autre source de revenus. Tu as à manger, tu payes tes factures, tu subviens aux besoins de ta petite famille, tu es indépendant financièrement via ce revenu-là. Ça ne veut pas dire que tu es riche. Ouais. Souvent, les gens disent ouais, moi, par je suis exemple, indépendant financièrement. 1500, 2000 euros, quoi. En tout cas, tu peux vivre de ce revenu. Tu peux avoir le minimum pour vivre, quoi. Après, le cran d'après, c'est la liberté financière. Où là, tu vas pouvoir faire beaucoup plus de choses qui ne sont même pas nécessaires à la limite, mais tu vois, où tu vas pouvoir contribuer à des choses qui te tiennent à cœur, mais là, tu as les moyens de le faire. Tu vas pouvoir créer une différence. Parce qu'en fait, l'effet de levier est fantastique, et ça, c'est du long terme. Là, tu es dans le revenu résiduel, le revenu passif qu'on appelle revenu résiduel, mais c'est un revenu résiduel que tu veux qu'il soit là tout le temps. Ouais. Donc pour ça, ça veut dire que tu dois avoir bâti de grandes équipes. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de raccourci. Tous ceux qui font croire le contraire sont des menteurs.
Et j'en vois et j'en ai vu et j'en verrai encore. Malheureusement dans l'industrie, parce que c'est triste, mais la mauvaise réputation, elle vient d'où? Elle vient de ces gens-là. Hein. Oui, bien sûr. C'est de leur faute. Hein. Donc, comme tu l'as très bien dit, il ne faut pas faire miroiter des trucs. C'est être entrepreneur en MLM, marketing de réseau ou en modèle client, en e-commerce, ouvrir une boutique dans la rue, ouvrir une usine, tout ce que tu veux. C'est les mêmes ingrédients. Oui. Tu es entrepreneur ou tu ne l'es pas, en fait. Donc, il va falloir accepter certaines choses. Il va falloir accepter que ça prendra du temps. Il va falloir accepter que parfois, tu vas perdre. Parfois, on perd une partie de son équipe. Parfois, tu perds une grosse partie de ton équipe. Eh ben, tu construis, tu reconstruis. On construit, on reconstruit. On construit, on reconstruit. En permanence, il n'y a pas d'acquis. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des acquis. Il n'y en a pas dans les autres. Ça ne nous surprend pas quand on entend quelqu'un qui parle de son entreprise ou les difficultés qu'il traverse, ça paraît une évidence. Et puis dès que les gens démarrent ce genre d'activité, ils disent non, mais attends, c'est pas possible. Là, j'ai perdu une branche. Oui, mais hello. Pourquoi ils pensent ça? Parce qu'on leur a fait croire que ça serait facile. Mais c'est pas vrai. C'est pas facile. C'est simple. Mais c'est pas la même chose. Simple ne veut pas dire que ça va être facile. Et c'est simple si on ne l'a pas complexifié. Alors, déjà, il faut simplifier le compliqué. Pour moi, ça, c'est le truc ultime. C'est mon défi permanent, mais ça, j'adore ça. C'est qu'en fait, quand tu montes dans les niveaux, donc là, tout à l'heure, tu demandais qu'est-ce qu'il faut faire pour, au tout début, pour faire passer les gens vraiment à un niveau élevé. Ben, pour moi, ça, c'est vraiment ce qu'il faut arriver à faire. C'est ce qu'on fait est compliqué. Il y a plein de composantes. Quand tu veux être dans les meilleurs, tu maîtrises des choses compliquées. Eh bien, il faut simplifier le compliqué. Et si tu arrives à faire ça, genre, je ne sais pas si tu skis, enfin, moi j'adore le ski, j'habite pas loin d'une station, je vais skier tous les jours presque. Donc, ben, quand tu vois des moniteurs de ski qui apprennent à des débutants, pour moi c'est une super image. Parce que skier, bien skier, ça demande du temps. Hein. Je veux dire, c'est pas au bout de 3 heures, tu skis super bien si tu n'as jamais skié, quoi, tu vois. Ça demande beaucoup de temps. Tu dois tomber, ça demande des efforts, tu dois comprendre certaines choses, ta relation avec la pente et tout. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a du feeling, il y a plein de trucs. Tu dois engranger plein de trucs avant que tu le sentes, tu vois. Puis à un moment donné, ça devient naturel. Et le moniteur, lui, il a tout ça. Mais qu'est-ce qu'il fait avec un débutant? Une fois, j'avais fait une formation, je l'avais appelée la formation chasse-neige. Ouais. Il n'est pas en train de leur expliquer, attends, tu vas faire la godille, machin. Ben non, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste dégoûter la personne et puis elle va se planter, elle ne va plus jamais revenir, tu vois. Non, tu simplifies le compliqué. Tu fais faire des petits gestes, juste ce qu'il faut, et tu sais que ça va les aider à progresser étape par étape, jusqu'au moment où ils vont te prendre de plus en plus de plaisir. Et pourquoi ils savent ça? Parce qu'ils regardent le moniteur. Ils se disent, la vache, ça a l'air facile pour lui. Ça doit être chouette de faire comme lui. J'aimerais bien skier comme lui. Ben voilà. Donc, c'est une autre analogie. Pour moi, quand tu veux développer des belles équipes, des grandes équipes, à un moment donné où tu sais faire, où tu es bon même, où tu même es excellent. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il faut toute cette connaissance-là, tu ne dois pas nécessairement tout balancer à la figure du nouveau qui se pointe, quoi. Tu vois. Il faut juste distiller en fait et simplifier ce qui en fait est compliqué. C'est juste, voilà, c'est comme ça. Génial. Bon, mais c'est bon, on a tous les ingrédients. On va réussir comme Richard. Après, voilà, moi je le souhaite à tout le monde, mais il faut juste aussi se dire, c'est pas pour tout le monde. Enfin, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne va pas y arriver. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire miroiter. C'est ce qui fait tellement de tort à cette industrie.
et qui fait qu'il y a des règles où normalement on ne peut pas citer son revenu, on peut pas. Pourquoi? Parce que le législateur il estime que on risque de faire croire aux gens qu'on va atteindre le même niveau que soi, même si c'est vrai ce qu'on a fait. Mais ça ne veut pas dire que la personne, juste parce que tu lui dis attends, moi j'ai réussi à faire ça, qu'elle va le faire. Exactement. Qu'elle va réussir, je veux dire, à le faire. C'est pas dit. Le contraire est vrai aussi. Tout à fait. Mais c'est pour ça que l'honnêteté, la transparence, c'est de montrer le spectre du possible. Oui. L'étendue du possible. C'est ça une opportunité. Ouais. Et souvent, je parle de buffet, comme un traiteur. Tu vois, tu vas à un mariage, je sais pas, tu as un buffet. Le traiteur qui a organisé tout ça, est-ce que tu crois vraiment qu'il réfléchit en se disant, en te regardant, en disant putain, j'espère qu'il va prendre l'entrée avec les avocats, machin. Il s'en tape. Ouais. D'accord? Il y a ceux qui vont aller prendre plus de desserts que de plats de résistance, d'autres plus d'entrées que. Est-ce que le traiteur va se torturer l'esprit une fois que le truc est là? Non. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis, parce qu'il a son expérience, il a mis suffisamment de choses sur la table et après, il lâche prise. Le buffet, les gens vont choisir, voilà, et après on est là, s'ils posent des questions, on est là pour les guider, machin, truc bidule. On n'est pas là pour les forcer à prendre plus de desserts que, tu vois. Donc, moi je le vois plus comme ça, le métier. Pas forcer les gens, il faut leur faire voir. Mettre à disposition. Le buffet, ils doivent le voir. Ouais. Mais on ne doit pas choisir pour eux, tiens, là, tu as du rôti de porc, alors qu'il y a tout le reste aussi à côté, quoi. Et toi, tu vas manger 5 entrées, 5 plats et 5 desserts. Oui. Mais souvent, c'est ça en fait, on appelle ça projeter. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on a nous-mêmes notre propre façon de voir les choses. C'est aussi un piège, hein, ça. Hein. Très courant hein, pour le parrain, la marraine. C'est-à-dire qu'il voit les choses d'une certaine manière. Et en fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, ça projette sa manière de voir les choses sur le nouveau. Et ça provoque un manque d'empathie. Parce qu'en fait, quand on fait ça, on n'est pas en train d'essayer de comprendre ce que la personne voit, elle, alors que c'est ce qu'elle voit, elle, qui compte. Ouais. Parce que si elle se voit tu peux poser pas des faire, questions, alors. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu veux? Il faut lui poser des questions. Exactement. Et moi, je dis toujours, c'est le thermostat de la réussite. Ce que tu ne te vois pas faire, tu ne vas jamais le faire. Il faut que tu te vois faire ce que tu réaliseras plus tard et ça te demandera du temps. Ça résume tout. Mais on raisonne par image. Notre mental est comme ça, on est équipé comme ça. Tout ce qu'on réfléchit, ça développe des images dans notre cerveau. Donc, on doit se voir, si on veut être son propre patron, si on veut développer un revenu, quel qu'il soit, mettons un revenu complémentaire, on doit se voir faire ça. Et si on ne se voit pas faire ça, on a beau avoir quelqu'un qui nous dit « Mais attends, tu vas voir, tu vas devenir riche et tout », on ne va jamais le faire. Oui, si on n'y croit pas, on ne le fait pas, c'est sûr. Mais pour le croire, il faut le voir. Il faut le voir. Dans sa tête. On le voit d'abord dans sa tête avant de le voir dans la vie. Et c'est vrai pour tout. Fantastique. Bon, ben, je vais terminer cette interview avec une dernière question concernant le développement personnel, parce que je pense que tu es d'accord avec moi que c'est quand même quelque chose d'assez important pour réussir en marketing relationnel, en e-commerce de réseau. Les premiers pas, justement, sans donner toute une bibliothèque, qu'est-ce que tu conseilles aux nouveaux pour commencer? Encore une fois, la magie de voir grand. Oui. Je trouve que c'est très, très bien. J'aime beaucoup aussi les 5 pièces clés du puzzle de la vie. Les 5 pièces clés du puzzle de la vie, Jim Rohn. Ah oui, d'accord. Je vais le noter. Ça, je m'en sers énormément parce qu'en fait, il parle du lien de cause à effet. En résumé, si tu veux, bien souvent, et c'est ce qu'on nous a appris à l'école, on a été formaté comme ça. Si tu demandes qu'est-ce qui provoque tes résultats, la plupart du temps, les gens vont répondre c'est mes actions. Et à l'école, c'est comme ça que ça marche. On te demande de faire quelque chose et on mesure tes résultats. Si tes résultats ne sont pas bons, voilà, tu vois ce que je veux dire, mais c'est tes actions. Tu dois faire plus, voilà, c'est parce que machin, tes actions, ça ne va pas. Alors qu'en réalité, dans ce livre, il est expliqué que
action, résultat, c'est dans la chaîne de cause à effet, mais la source, ce n'est pas les actions. La source, c'est notre philosophie de vie, c'est la somme de nos croyances et de nos valeurs. Cette somme-là de croyances qui nous ont été données au départ, parce qu'en fait, par nos parents, l'environnement, machin, tout ça, c'est un acquis de départ. C'est un programme de départ, si on veut. Voilà, on est programmé d'une certaine manière au départ dans notre petite enfance. Mais tout ça, c'est ce qui va générer notre attitude. Ça, c'est la deuxième dans la chaîne de cause à effet. L'attitude, c'est quoi? C'est les vibrations qui sortent de nous et qui sont générées face à une situation. Par exemple, tu parles à une personne et cette personne est raciste, par exemple. Et toi, tu as tes valeurs et dans tes croyances, tu n'es pas du tout raciste, c'est tout le contraire. Tu vois, émotionnellement, il se passe un truc, ça te fait vibrer. Tu vois, tu es mal. C'est ton attitude face aux choses. Mais ça découle de quoi? Ça découle de tes croyances. D'accord? Donc, croyance qui déclenche l'attitude. L'attitude, c'est l'énergie dans laquelle tu es. Ouais. Quand on dit « je ne suis pas bien là, je suis bien là ». Mais en fait, c'est… Je suis en colère. Voilà, c'est les émotions qu'on a, quoi. Et dans le relationnel, c'est hyper important, hein, dans ce qu'on fait avec les gens, parce que c'est de l'émotionnel presque tout le temps. Tu vois, donc, il faut comprendre ce schéma-là. Et de tes attitudes découlent tes actions. Parce que tu as envie de les faire, déjà, d'une part, ou pas. Donc, si tu n'as pas envie de les faire, en général, tu ne les fais pas. Mais si tu fais des choses avec la mauvaise énergie, tu vois, par exemple, on te dit non, tu dois faire ça. Mais ton attitude n'est pas bonne. Parce que tes croyances font que, tu vois, quand tu fais quelque chose avec la mauvaise énergie, ça produit quoi en général? Pas de bons résultats. Un résultat négatif en termes d'énergie. C'est un résultat qui ne va jamais aller dans la direction de tes rêves. Tu vois? Donc, la chaîne complète, qui est très bien expliquée dans ce livre, c'est tout part de ses croyances et de ses valeurs. Ça génère notre attitude. Et notre attitude, on peut aussi, c'est ce que dit Robbins, hein, par la physiologie, on peut instantanément changer notre état physiologique. Donc, mais c'est la prise de conscience, hein, ce que je dis là, sur tout ça. Ouais. Et puis, tes actions, tes résultats, et ultime étape, c'est ton style de vie. Ton style de vie qui est la résultante de tous les résultats que tu as eus, mais qui sont en fait la résultante de tes croyances. Et si tes croyances, c'est ça le truc, je termine là-dessus, si tu vises quelque chose de grand, en général, tu n'es pas équipé pour l'atteindre, enfin, tu n'es pas programmé pour l'atteindre. Tu es équipé pour l'atteindre, mais tu n'es pas programmé avec les bonnes croyances. Le bon matériel, toutes les croyances que tu as. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se reprogrammer soi-même. Et c'est ça le développement personnel. C'est modifier, ajuster les croyances, la somme, toutes les croyances qu'on a, et les analyser par rapport à ce qu'on vise et se dire, il faut être accompagné pour ça, hein, évidemment, et se dire, OK, ça doit correspondre. Si tout ça c'est aligné, alors j'aurai la bonne attitude la plupart du temps au bon moment, et la plupart du temps, je poserai des actions avec la bonne énergie, ce qui provoquera les résultats qui vont dans le sens de ce que je vise, et au bout d'un certain temps, j'aurai ce que je veux. Génial. Merci en tout cas, parce que là, en fait, tu viens de démontrer que le développement personnel, c'est indispensable si on n'est pas là où on souhaite être. Exactement. Je veux dire, quelqu'un qui démarre sa carrière d'entrepreneur, il n'est pas où il veut être. Hein. Donc, je pense que, voilà. Après, tu as les personnes, c'est vrai, ça je l'ai vu. Moi, je considère que, par exemple, si on prend le cas du leadership, le leadership, ça se développe, d'accord? Mais quand même, tu dois avoir une fibre. Hein. Je veux dire, tu développes des compétences, mais… Et puis, il y a l'esprit d'entrepreneur aussi. Je me heurte souvent à ça. C'est que il faut vraiment constamment expliquer ce que ça veut dire d'avoir un esprit d'entrepreneur. Et moi, j'oppose ça à l'esprit du salarié. Alors, je ne critique pas le salarié, hein, je fais juste comprendre la différence. Tu vois? Mais ça a des implications énormes. Ça a des implications énormes. Pourquoi? Parce que dans nos métiers, on génère un revenu mensuel. D'accord? Et donc, tout ce qui se passe, l'accumulation de ce qu'on apprend, de ce qu'on produit, etc., de ce qu'on transmet,
fait que tu as ton revenu qui se développe. Mais tu peux avoir des mois, voilà, je veux dire, chaque mois est différent. Okay. Souvent, les personnes analysent et comparent ce qu'ils ont fait dans le mois avec ce qu'ils ont gagné grâce à ce mois-là. Tu vois, c'est-à-dire que voilà, on est en février. En février, j'ai fait ça, j'ai gagné ça en février. Ils vont regarder ce qu'ils vont toucher en février. Et si ça ne va pas, tu vois, s'ils ne sont pas contents, et on fait le lien. Et ben pour moi, ça, ce n'est pas une mentalité d'entrepreneur. Parce que le salarié, il peut dire, OK, je vais faire plus. Ce mois-ci, je vais faire des heures sup, et il sait qu'il va gagner plus. Ouais. Donc, s'il dit, voilà, moi, ce mois-ci, j'ai fait beaucoup plus, super, à la fin du mois, effectivement, il va gagner plus. En principe, hein, d'accord ? Sauf que quand tu es entrepreneur, tu peux très bien faire 2 fois plus et à la limite même gagner moins. Et même gagner moins, exactement. Parce que c'est ce qu'on appelle la loi de la gratification différée. Et c'est là toute la différence. C'est que ce qu'on fait, ce qu'on met en place, quand on est entrepreneur, surtout parce qu'on transmet à d'autres personnes, ça ne va pas nécessairement, et ça se voit même rarement, le mois où tu le fais. On plante des arbres truffiers. Hein. On a les truffes 10 ans après. Ouais. Mais ça rejoint aussi la notion où on veut tout de suite, tu sais, les technologies, machin. Mais il ne faut pas analyser son développement de revenus d'entrepreneur comme on analyse le salaire qu'on touche chaque mois. Ça n'a rien à voir. Ah, mais c'est sûr, les revenus d'un entrepreneur, ce qu'on touche aujourd'hui, c'est la somme de toutes les actions et décisions qui ont été prises les dernières années passées. C'est clairement ça. Hein. Oui, au minimum les derniers mois, il y a un décalage dans le temps, il y a un impact, il y a des choses qu'on fait qui sont très positives et ça va peut-être se voir dans 3 mois. Il faut avoir la présence d'esprit de se dire, la vache, là, ce que je vois là, c'est le fruit de ce que j'ai mis en place il y a X temps. Oui. Mais ça peut être l'inverse aussi. Hein. On peut se dire, la vache, là, ça ne va pas. Ah oui, mais quand je regarde en arrière, il y a eu des graines quand même, hein. Mauvaises graines. Il y a des dérives et ça a commencé il y a X temps. Tandis qu'un salarié, pour dire les choses cash aussi, il y a des mois où le salarié il va bosser pour son patron et il n'est pas bien. Tu vois, il ne se sent pas bien, il n'est pas en forme, il n'est pas dans une bonne énergie. Oh, ça me fait chier d'aller bosser. Il a quand même sa mentalité du lundi, mais toute la semaine. Tu vois. Mais attends, et le mois d'après, il est en top forme. Il se sent, mais il a la pêche, même le lundi matin, il va bosser. Dans les 2 cas, à la fin du mois, il touche la même chose. Hein. Exactement. Tu vois ? Mais pas nous. Quand tu es entrepreneur, si tu as une mauvaise énergie et que tu la laisses t'envahir et que tu la transmets, c'est juste une question de temps, ton revenu s'écroule. C'est tellement vrai. Et l'inverse est vrai aussi. L'inverse est vrai aussi. Ça, c'est la magie de l'entrepreneuriat et la malédiction pour malheureusement ceux qui ne font pas de développement personnel et qui ne prennent pas de recul et ne prennent pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que c'est aligné avec les valeurs ou est-ce que c'est des bonnes actions, une bonne énergie, une bonne attitude avec les bonnes croyances? Clairement, il faut être conscient sur cet aspect-là. Quelles sont nos croyances? Il faut être conscient et je trouve que ça fait partie des équipes, des uplines, de faire passer ce message le plus tôt possible à la personne qui a démarré. Parce que même si elle gagne 300-400 euros, ça n'empêche qu'elle est entrepreneur. Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la gig economy. C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus courant dans le langage francophone. Il y a la partie de la population qui va développer parmi ses sources de revenus un revenu complémentaire en faisant des tâches qui sont plus faites en interne par des compagnies, mais qui les externalisent. Et c'est pour ça aussi, là aussi je boucle la boucle, que pour moi, le monde du MLM, le monde du marketing de réseau, je veux dire, c'est le passé quelque part. Pourquoi ? Parce qu'à une époque, on va dire que c'était pratiquement une des seules possibilités, opportunités de développer un revenu complémentaire en étant son propre patron à ce moment-là. Oui.
Mhm. et de faire quelques centaines d'euros. Aujourd'hui, Ça les devient une plus évidence. grandes sociétés dans le monde Mhm. et qui Sous-traite. sont beaucoup plus grandes, qui pèsent beaucoup plus lourd que même Amway ou Herbalife, proposent une opportunité de revenus aux gens et ce n'est pas du tout du MLM. Ouais, Et exactement. ce n'est pas du tout de la vente directe. Par exemple, Uber Eats. Exactement. Et ce n'est pas les Mhm. seuls. Airbnb, Oui, c'est oui, pareil. bien sûr. Oui. Toutes les plateformes, tout ce qui est mise en relation, tout ce qui est. Voilà, c'est clair, Voilà. on est Donc, sur c'est du. plus l'apanage de... tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut changer de mentalité, il faut évoluer, quoi. Ouais. Tu peux plus vendre le MLM, je veux dire, d'il y a 5 ans même. Mhm. C'est fini, Ouais. ça. Il faut faire le switch. Ouais, ouais. C'est aujourd'hui, on arrive clairement, c'est devenu une évidence. On arrive dans l'ère de ce qu'on appelle l'ère de la performance, quoi. C'est qu'on est payé à la performance et non plus en fonction du temps qu'on accorde à une entreprise. Ça, c'est le salarié, ça existera toujours, mais il y a une nouvelle ère qui est complémentaire et qui, enfin, un nouveau Payer segment de pour, business. plutôt, enfin, payer pour tes talents, quoi. Oui, Pour tes exactement. compétences, payer pour à la tâche. À la Donc, tâche, c'est une au résultat. économie de tâches, en Ouais. fait. Mhm. On appelle ça aussi, la gig economy, c'est une économie partagée. Ouais. Une économie de tâches. Où une société va plutôt que de payer des charges sociales et des salariés, va plutôt externaliser des tâches ponctuelles Ouais. et payer à la tâche, des secrétaires, enfin voilà, Mhm. plein de choses qui avant se faisaient en interne. Ouais. Les gens vont bosser de chez eux, ça va être énormément basé sur le numérique, le digital, plein de services. Ah ben oui, À la... maintenant, ben, vu que tout le monde bosse de chez soi, enfin en tout cas une bonne partie, ben, c'est pas, ces gens-là ne sont plus forcément. Il n'y a plus besoin que ce soit des gens dans le même territoire même de l'entreprise. Ça pourrait être à l'étranger, ça peut, voilà, tout est possible maintenant. Tout est possible. Et Mhm. donc, on n'est plus dans l'ère industrielle de ce côté-là, on a changé de période, on est dans l'ère digitale, on Ouais. est dans l'ère de l'économie partagée. Et là aussi, il y a quelque chose, c'est presque un retour en arrière quand même, parce qu'au début du XXe siècle, 90% des gens étaient indépendants. Ouais. En Inde, c'est toujours le cas. Oui, mais d'ailleurs, je suis en train de travailler sur l'Inde. Euh, et, euh, et oui, c'est ça, mais sauf que c'était des petits boulots. Ouais. Enfin, je veux dire, il y avait le boucher, le menuisier, enfin, c'était que des Mhm. indépendants, quoi. Oui, oui, le petit boulot de L'agriculteur, rue, hein. Le voilà. commerce se faisait à la rue. Voilà. Mhm. Tandis qu'aujourd'hui, bah, on revient à ça, mais pour faire des tâches qui sont beaucoup numériques, il faut le dire, qui passent par Ouais, Internet. clairement. Bon, mais merci beaucoup, Richard, pour tout ce temps passé avec moi. C'était juste excellent. Je me suis régalé à entendre ben, tant le puits du savoir mais partager l'histoire ben, de notre industrie et son évolution et ouais, vers quoi on va et comment faire pour réussir au départ, puis quand on a une petite équipe, puis comment réussir à avoir une grande réussite comme la tienne. Donc, ben, je te remercie énormément et est-ce que tu as un dernier mot à partager à la communauté des bâtisseurs MLM? Ah bah, oui, peut-être. Pour moi, philosophiquement parlant, si vous visez des belles choses, des grandes choses, sachez, identifier en fait ce que vous visez, mais ne mettez pas votre focus et votre énergie là-dessus. Mettez votre focus et votre énergie sur l'action que vous devez faire, que vous devez mettre en place aujourd'hui et prenez du plaisir sur ça. En gros, c'est savoir ce qu'on veut. Ok, je le sais. C'est une affaire réglée. C'est vers là que je vais. Je sais où je vais. Comme la destination qu'on choisit. Quand on fait un voyage ou si on est en montagne, on regarde le sommet, je ne sais pas, le Mont Blanc ou quoi. On se dit, OK, c'est là que je vais. Mais on n'est pas tout le temps comme ça en train de regarder le sommet en avançant parce qu'on va se planter, hein. Donc, on est sur son chemin. On a des guides expérimentés devant nous qui nous montrent le chemin. Ouais, Et on regarde là où on met les pieds et on prend du plaisir. On regarde autour de soi et waouh, on respire. voilà, c'est ce qu'il faut faire. Prendre du plaisir sur les actions, le plan qu'on met en œuvre maintenant en sachant où on va. Ça, c'est la certitude. Au lieu de faire le contraire, d'être dans le mental et on est focus, on met toute son énergie sur le truc qui est tellement loin de là où on est aujourd'hui, on oublie l'action qu'on doit poser
et on n'a pas mis le focus là où il faut. C'était peut-être le meilleur message qu'on puisse avoir à la fin d'une interview. Toi qui regardes cette vidéo, cette interview, ben, je t'invite maintenant à prendre plaisir et à passer à l'action aujourd'hui, dès maintenant, pour ton entreprise et la faire évoluer. Mais merci Richard. Franchement, j'ai vraiment passé un agréable moment avec toi et j'ai beaucoup appris. Je t'entends plus. Ah, tu ne m'entends plus? Ah mince, peut-être que tu vas me récupérer. Allô? C'est bizarre. Bon, bah, heureusement que ce n'est pas arrivé en plein milieu. Mais en tout cas, voilà, je te remercie énormément, Richard. Ben, je vais t'appeler de toute façon si jamais tu ne m'entends pas là. Et je vous remercie tous. Si jamais vous avez des questions pour moi ou Richard, n'hésitez pas à les écrire en commentaire de cette vidéo. Et n'hésitez pas à laisser un pouce, à partager à vos équipes. Je pense que ça va énormément apporter. Richard, je vois débutatif, il ne m'entend plus, je pense. Et je vais bon, c'est revenu. Ah, d'accord. Le Bluetooth m'avait lâché. Ouais, je disais que j'allais t'appeler derrière au cas où tu ne m'entendais pas. Et en tout cas, voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on prendra un vrai plaisir à vous répondre. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos équipes parce que je pense que ça va vraiment leur apporter. Vraiment, c'est vraiment sincère. Hein. C'est un gros plus que de comprendre un peu l'évolution de notre industrie, vers quoi on va et surtout aussi quoi faire au départ, puis comment enseigner, quoi dire, etc. Enfin, je pense qu'on a vraiment une très belle image à travers cette interview de comment réussir aujourd'hui avec le e-commerce de réseau, parce que c'est vraiment ce vers quoi on se transforme. Et Richard, merci pour cette vision, parce que je pense que c'est la vision aussi. Je partage totalement toutes tes valeurs. Et e-commerce de réseau, ça me va très, très bien. Donc, du coup, les amis, donc, direction la Grande Ourse et devenez des professionnels du marketing relationnel, devenez des bâtisseurs MLM. Allez, ciao, ciao. C'est toi, Ronnie. Au revoir.